Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de qu'est-ce que ça inclut de conduire une grosse voiture tout simplement. Les avantages et les inconvénients d'en conduire une grosse. Voilà, exemple même, il n'y a pas la place pour sortir, c'est une galère. Certains auront peut-être vu la vidéo, j'étais à la station BP, j'avais ma voiture et là je peux pas ressortir parce qu'il y a des bolos qui prennent toute la place. C'est important quand vous êtes aux stations-service, serrez-vous vraiment près de votre pompe quoi, parce que là ils se mettent à 200 km et après le chemin pour nous passer n'est plus disponible. On se retrouve coincé comme des cons. Donc c'est bien chiant. Voilà, lui il va passer. Hop, puis au final elle part. Oh là là. Hop. Puis c'est des énormes dodanes qui sont trouées. Enfin, c'est une horreur ici. Donc je vais essayer de faire demi-tour pour rentrer par chez moi. Je connais pas le chemin. On va voir ça tranquille. Et puis le téléphone qui me sert de GPS me sert actuellement d'enregistrer ma voix, ce qui est très pratique. Oh là là, les dodanes, l'horreur. Hop, on va faire une accélération un peu forte. Voilà les amis. Ok, maintenant je vais essayer de me concentrer un peu pour rentrer quand même. En tout cas, ce BP était pas top. Peut-être que lui d'après est mieux. Là au feu, je sais qu'on peut aller à droite normalement et rentrer si j'ai regardé un peu la carte quand même. Je suis pas parti non plus trop à l'arrache. Euh, donc je vais essayer de rentrer chez moi. Donc on va parler de conduire. Qu'est-ce que ça implique de conduire un gros véhicule? Donc moi je conduis. Je crois que je l'ai jamais dit. Voilà, je conduis un Doblo. C'est un peu du même gabarit qu'un espace, sauf que c'est plus haut. Ça fait 4,30 m de long, 1,90 m de haut et 1,80 m de large. Donc c'est un des monospaces, un des véhicules type utilitaire familial des plus longs et des plus larges. Et je parle bien utilitaire familial, bien entendu, parce qu'il y a des petites camionnettes, mais voilà, dans le domaine voiture monospace. Il y a beaucoup d'avantages à avoir ce genre de véhicule et il y a énormément d'inconvénients d'avoir ce genre de véhicule. Je vais vous parler un peu, essayer de faire un peu la liste. Je vous préviens, c'est une vidéo qui est pas du tout préparée. Quels sont les avantages d'avoir un gros véhicule? C'est déjà le plus important. Pourquoi acheter un gros véhicule? On va avoir un énorme avantage. Alors, suivant la motorisation déjà, euh, euh, le gros avantage, c'est que c'est un véhicule qui a beaucoup de puissance, qui a aussi une énorme force de freinage, qui permet en cas de problème, d'accident ou de quelqu'un qui pile devant nous, etc., de pouvoir piler et en évitant l'accident, vu qu'on a de gros freins, vu que c'est un véhicule qui est fait pour rouler vite chargé. Et j'insiste bien pour dire rouler vite chargé, donc c'est un véhicule qui est fait pour rouler à 130 avec une tonne de matos dedans. Donc euh, forcément, les personnes là. Donc forcément, s'il est fait pour subir ce genre de choses, c'est très avantageux parce que ça veut dire que si vous avez un problème, les freins sont super costauds, tout simplement. Donc si vous freinez, ça freine. Gros avantage d'avoir un énorme véhicule aussi, et sa capacité de transport et d'utilisation. Vous avez donc un gros coffre, vous avez beaucoup de place, vous pouvez rabattre les sièges, démonter les sièges. Ça vous permet donc quand vous partez en vacances à 2, à 3, à 4 d'être à l'aise, d'être tous confortables même si vous êtes plusieurs adultes. Ça vous permet aussi donc d'avoir beaucoup de bagages. Ça vous permet de transporter des meubles, des canapés, des canapés voilà, ouverts, portes ouvertes, etc. Donc ça a des gros avantages sur bien sûr son gabarit. Donc ça c'est des choses évidentes. Quand on achète un gros véhicule, on se dit ok. En général, ils ont des moteurs assez gros. Donc je parle là pas de puissance mais de grosseur de moteur. Donc c'est des moteurs en général 2 litres. Quels sont les avantages d'un tel moteur? C'est que c'est des moteurs qui vont être très agréables à conduire parce qu'ils vont tenir longtemps dans le temps. Donc c'est pas un véhicule que vous achetez que 3 mois après les péter, non, c'est un véhicule que vous achetez pour assez longtemps en général. Vous êtes peinard pendant un paquet d'années pour rouler avec ce genre de véhicule. Les pièces coûtent un peu plus cher, mais vous avez quand même un confort d'avoir beaucoup de place dans l'habitacle, d'avoir beaucoup de place dans le coffre, d'avoir beaucoup de place
tout simplement, si vous avez quelqu'un des personnes à l'arrière, donc c'est quand même quelque chose de non négligeable, franchement. Après, c'est vrai qu'en première voiture, c'est peut-être pas l'idéal parce que c'est très dur à manœuvrer. C'est un véhicule qui est gros, qui est assez lourd. Mais le fait qu'il soit gros et assez lourd fait que vous avez un avantage aussi, c'est que les gens vous collent pas trop et ont assez peur de vous. C'est un peu comme la phobie des camions. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils croisent un camion, ils veulent absolument le doubler ou laissent beaucoup de marge de sécurité. Voilà, ils ont un peu peur d'être derrière un camion ou d'être suivi par un camion. Bah, c'est un peu pareil quand vous avez un gros véhicule. Ils ne voient pas grand chose quand ils sont derrière vous. Quand ils sont devant, ils ont peur parce que vous les suivez, etc. Donc en général, doubler une voiture ou autre est un peu plus facile parce que dès que vous déboîtez pour doubler, non seulement vous avez de la puissance parce que vous avez un moteur puissant et un moteur 2 litres qui peut monter dans les tours facilement sans trop l'abîmer, mais vous avez surtout un véhicule imposant qui peut faire peur et qui peut permettre aussi des facilités de passage. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rouler comme un fou et qu'il faut se dire bah, le mec il va se pousser vu que j'ai un gros véhicule. Non, c'est simplement que effectivement vous avez quand même certains avantages de ce côté-là. Après, des gens s'en fichent que vous ayez une petite voiture ou un gros véhicule et vous laisseront autant passer ou alors vous bloqueront autant le passage, tout simplement. Laisse passer l'auto-école, ça se trouve, elle passe son permis. Attends, on va pas la bloquer. Ce serait pas gentil. Donc voilà. Après, c'est vrai que d'avoir un gros véhicule pose énormément de problèmes pour tout ce qui est manœuvre. Quand vous sortez de l'école, vous êtes habitué à une petite voiture. Vous vous retrouvez avec un énorme véhicule, ou même si vous avez déjà 10 ans d'expérience de permis, vous êtes habitué à un petit véhicule. Il faut savoir que là, quand on manœuvre avec un véhicule comme ça, on ne manœuvre qu'avec les deux rétros extérieurs. À l'autre intérieur, on voit rien dedans de toute façon. Moi, je suis pas équipé de caméra de recul, donc en plus, je suis vraiment, je manœuvre à l'aveugle, comme on dit. Alors, ce qui est un avantage, ce qui fait que quand on vous prête une voiture, vous garez en 2 secondes, parce que dès qu'on prête une petite voiture, une petite Clio ou n'importe quoi, et ben, c'est très facile pour vous de vous garer tout simplement. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est très chiant. Moi, j'ai un véhicule en plus un monospace qui est très haut, donc il y a des parkings où je ne peux pas rentrer, ou alors il faut que je rentre au ralenti pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et aussi à manœuvrer dans la vie de tous les jours, dans les petites routes, dans les petites villes, c'est assez compliqué parce que le rayon de braquage est bien, mais il faut faire beaucoup de tours de volant. C'est-à-dire, je m'explique, je prends une Clio ou une Audi A1 comme j'ai passé mon permis, vous tournez à gauche, vous faites un tour de volant maximum pour aller à gauche. D'accord? Alors que vous prenez un Doblo, tourner à gauche, c'est 2 tours de volant, voire 2 tours et demi. Ça inclut quoi? Ça inclut tout simplement que voilà, c'est n'importe quoi aujourd'hui, les gens ils conduisent n'importe comment. Oh là là. L'autre ils vont à 2 à l'heure, l'autre ils foncent à 90 alors que c'est 70. N'importe quoi. Donc oui, effectivement, manœuvrer dans la vie de toujours, c'est assez compliqué. Parce que dès qu'il y a une petite rue, dès qu'il y a un angle mort, dès qu'il y a un virage un peu serré, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Parce que c'est physique, parce qu'il faut beaucoup tourner, parce que c'est fatigant, parce qu'anticiper est assez compliqué, parce que si vous réagissez, l'autre il nettoie sa vitre. Ah, vous pouvez pas voir, mais derrière, le gars est en train de nettoyer sa vitre. Il a de la buée et il est parti alors qu'il voyait rien dans la vitre. N'importe quoi. Alors que oui, c'est vrai que une petite voiture, vous vous faufilez vraiment partout. Là, vous avez un gros doblo, il y a des routes qui sont compliquées, des parkings qui sont inaccessibles. Vous avez des montées, vous arrêtez en montée. C'est un véhicule qui est gros, donc qui est lourd. Un véhicule qui est lourd, donc qui montée, une grosse montée. Vous avez de la puissance, donc ça monte. Par contre, une grosse montée, quand vous êtes à l'arrêt parce qu'il y a par exemple des bouchons ou autres, vous avez intérêt à savoir tenir votre point de patinage comme il faut et savoir ne pas mettre trop de puissance parce que c'est un véhicule qui est très puissant en général. Les utilitaires ont quand même pas mal de puissance. Donc quand ils sont pleins, c'est un véhicule qui se conduit bien, seulement freiner, faut faire attention. Par contre, quand il est vide, vous avez donc beaucoup plus de puissance vu qu'il est fait pour soulever une grosse charge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez accélérer et votre voiture va patiner. Et quand vous patinez, si vos roues sont bien droites, c'est pas dramatique, vous glissez légèrement. Si vos roues sont
tourner ou braquer, vous allez totalement glisser sur le côté, mais vraiment d'une manière folle en fait. Et c'est super dangereux. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. Sortie de rond-point surtout. Quand vous allez un peu vite, sortie de rond-point, vous contre-braquez et bam, faut pas accélérer quoi, sinon c'est mort. Une Clio ou une petite voiture va pardonner ce genre de choses parce que vous n'avez pas une force d'accélération. Alors, effectivement, oui, si vous conduisez avec une Lamborghini qui n'est pas une grosse voiture, qui est une voiture puissante, vous allez avoir le même phénomène. Mais c'est un phénomène que vous savez parce que vous achetez une voiture qui a beaucoup de chevaux, qui a une grosse puissance. Et quand vous achetez un utilitaire, vous vous dites c'est un truc énorme, c'est mou, c'est machin. Alors que non, quand vous êtes à vide, c'est loin d'être mou, un utilitaire. Ah oui, je parle pas des petits utilitaires qui ont quasiment pas de chevaux, je parle d'un utilitaire correct. Donc là, c'est un utilitaire familial, équipé clim, 3 places arrière, siège démontable. Donc c'est un utilitaire familial. Donc en plus, c'est un utilitaire qui est donc très bien aménagé pour la vie, tout simplement. Mais par contre, effectivement, il faut bien se rappeler, les amis, que quand on choisit sa voiture, il y a le côté pratique, les vacances, etc. Mais il y a le côté pratique de tous les jours rouler avec. D'accord? Et là, il faut bien réfléchir où vous garez, où vous allez. Si vous allez dans Paris, mais même pas la peine d'acheter un utilitaire, vous en sortirez pas. Alors que si vous roulez en campagne, un utilitaire, oui, pourquoi pas. En plus, c'est en général des plutôt bonnes suspensions. Donc, ça peut être intéressant. Donc voilà les amis, c'était vraiment très important pour moi de vous parler de ça parce que conduire un gros véhicule n'a rien à voir avec un petit véhicule. Alors c'est vrai que moi j'ai le bonheur de pouvoir mettre ce que je veux dans mon véhicule, de pouvoir s'il y a des déménagements, pas avoir besoin de louer un camion pour prendre un frigo, pour prendre une machine à laver, pas besoin de louer pour le moindre petit détail, pour le moindre truc. C'est vrai que ça c'est un bonheur. Par contre, effectivement, la mécanique va me coûter un peu plus cher. La consommation, elle n'est pas plus énorme qu'un véhicule standard, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Franchement, il n'y a pas trop de différence, faut pas s'inquiéter sur ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les voitures sont très bien optimisées et elles sont très bien programmées pour consommer le moins possible pour la pollution, donc ça, c'est pas trop un problème. Après, voilà, c'est un choix d'avoir un utilitaire. Il y a beaucoup de points positifs que j'ai énumérés. Les vacances, le transport, les déménagements, l'espace, le fait qu'on a un peu peur de vous, donc c'est un peu plus tranquille sur la route, etc. Le fait d'avoir en général pas mal de puissance, mais des inconvénients, ça peut patiner, certaines routes sont compliquées, certaines personnes ne veulent pas vous laisser la priorité parce qu'ils ne veulent pas être derrière vous. Ah oui, ça va dans les deux sens, hein, bien sûr. Mais voilà, moi je regrette pas mon choix pour l'instant. Ça fait quelques semaines que je roule avec et je regrette pas d'utiliser ce véhicule parce que pour moi, tous les avantages qu'il a quand on est jeune sont tellement importants qu'on ne peut pas regretter ce choix. Pourquoi? Parce que quand vous êtes âgé, que vous avez votre maison, etc., effectivement, un gros véhicule utilitaire vous servira peut-être pas. Vous servira si vous avez des enfants pour partir en vacances, ça c'est non négligeable. Mais en dehors de ça, pour une semaine ou 2 semaines par an, ça vaut pas le coup d'acheter un utilitaire. Par contre, pour quelqu'un qui, comme moi, qui est jeune, quand on est jeune, on déménage beaucoup, on bouge beaucoup d'endroits, on fait tous ces achats de, de vaissellerie, d'équipements électroménagers, de machin. Et quand on est jeune, c'est là où on achète tout en fait. Et là, on déménage beaucoup parce qu'on change de boulot, on est en alternance, donc on se déplace d'entreprise, on change d'école. Donc il faut déménager pour être pas trop loin de l'école, pas trop loin de machin. Donc forcément, il faut garder ça en tête que effectivement pour un jeune qui vient d'avoir le permis, c'est compliqué à conduire, c'est chiant à conduire. Par contre, par rapport à votre mode de vie, si vous n'êtes pas encore casé, si vous n'êtes pas encore marié ou autre, machin et tout, ou si vous êtes en train de vous changer régulièrement d'appart, ou vous ne savez pas encore ce que vous allez trop faire de votre vie, ou vous êtes affecté, ça va être très intéressant ce genre de véhicule. Ça va être un gros avantage dans la vie de tous les jours. Parce que voilà, vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez sans vous poser de questions. Enfin, je sais pas, combien on voit de personnes qui achètent quelque chose dans un magasin, je sais pas, n'importe quoi, un point P ou n'importe quoi, un magasin un peu de bricolage, qui achètent un meuble et qui sont obligés de louer à chaque fois une camionnette
Alors parfois la location c'est 1 heure gratuite ou 2 heures gratuites quand vous achetez un truc qui vaut 700-800 €, vous avez la location gratuite bien entendu. Bon, vous faites quand même des allers-retours pour aller chercher votre véhicule, pour machin, vous payez quand même l'essence d'un véhicule qui consomme beaucoup. Mais quand vous faites des petits achats, c'est à vos frais, hein, genre la location de véhicule. Alors c'est généralement pas excessif, mais c'est des frais supplémentaires qu'on peut s'éviter. Parce que je pense que juste le fait euh, de me servir 2 fois dans l'année de mon véhicule pour aider à déménager, pour porter un canapé que j'ai acheté, pour machin, je pense que ça rentabilise quasiment les frais que j'ai supplémentaires par rapport à une petite voiture. Pourquoi? Parce que aussi, gros véhicule, gros moteur, dit les entretiens coûtent un peu plus cher, mais sont beaucoup plus espacés. Dit aussi un véhicule qui va durer plus longtemps. Une Clio, on va faire 200 000 avec. Un, un gros utilitaire, tu peux monter à 300 000 si tu en prends soin si tu as un beau moteur et que tu en prends soin, tu peux monter facilement à 250, 280, 300 000. Ah oui, il y a des frais, mais ça peut être très intéressant parce que ça peut se garder vraiment dans le temps. Et si vous faites pas beaucoup de kilomètres, c'est une voiture qui peut durer très longtemps. Alors veillez quand même à l'équiper de certains points importants. Euh, les utilitaires sont en général très mal équipés au niveau des appuis-tête et des sièges qui sont en général pas très confortables. Donc veuillez quand même à faire attention à ce genre de choses. Donc si vous l'achetez d'occasion, à le tester. Si vous l'achetez neuf, tout simplement à commander ce qu'il faut. Les appuis-tête souvent en général sont assez pourris. Les sièges ça dépend, mais en général ils sont vraiment pas top quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à faire attention là-dessus et à mettre de l'argent là-dessus parce que c'est important le confort en voiture. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important sur l'utilitaire? La taille, franchement, si vous pouvez éviter de prendre un utilitaire trop comme moi, bon, c'est pas une erreur, hein, c'est un choix tout à fait défini, mais ça pourrait me porter préjudice dans le sud principalement. Je sais que les gens qui vont dans le sud, c'est compliqué à cause de ça parce que quand on va dans le sud, les parkings sont petits en général pour éviter toute, euh, toute intrusion de caravane ou de remorque ou autre, tout simplement. Donc voilà. Alors que, alors que dans le nord et tout ça, on a beaucoup moins de problèmes là-dessus. Donc ça dépend de votre mode de vie, de ce que vous faites, de où vous allez. Attention aussi, parce que ça peut engendrer des frais pour se garer. Il y a des endroits où, vu que vous ne rentrerez pas dans un parking, il faudra aller dans des parkings payants ou se garer en ville, machin. Attention aussi dans certains parkings souterrains dans Paris, par exemple. Certains sont annoncés pour une certaine taille et sont vraiment pile à cette taille. Il n'y a pas un centimètre de rab. Donc assurez-vous que vous passez bien réellement et que c'est pas juste je pense que je passe, tout simplement. Donc voilà, il y a quand même quelques points à vérifier. Faut pas faire n'importe quoi avec l'achat d'une voiture et particulièrement avec un véhicule qui est fait pour en encaisser plein. Pareil, si vous achetez un utilitaire à quelqu'un en occasion, demandez à quoi il a servi. Si c'est un mec qui a son entreprise de maçonnerie, n'achetez pas ce véhicule, fuyez. C'est un véhicule qu'on a pris plein la gueule tous les jours de l'année. Si c'est quelqu'un qui, comme moi, ou à qui je l'ai acheté, un père de famille qui l'utilise simplement pour avoir de l'espace pour faire 2-3 bricoles, pour quand il bricole chez lui, pouvoir acheter un meuble sans se faire chier et pouvoir emmener ses enfants et sa femme en vacances avec du coffre et de l'emplacement pour mettre toutes leurs affaires sans manquer de place ou sans devoir choisir entre la glacière ou la valise. Et bah effectivement ça peut être très intéressant parce que c'est un véhicule qui n'aura pas pris plein la gueule. Pourquoi? Père de famille, donc logiquement à peu près responsable, surtout que tu as les gamins derrière en général. Et puis voilà, et puis en général pareil, lui il aura choisi des sièges à peu près confortables pour sa femme et ses enfants. Il aura choisi aussi des options nécessaires à la vie, donc souvent ou assez souvent quand même la clim pour l'été, et puis 2-3 petits gadgets qui peuvent être très utiles. Voilà. Après dans un utilitaire, ne cherchez pas la perle rare en mode je veux le GPS dedans ou je veux l'écran tactile machin. Il n'y a que très peu d'utilitaires familiales qui le font et ça n'a pas de réel intérêt. On est d'accord que sur un utilitaire, même si c'est votre véhicule de tous les jours, c'est pas très intéressant de chercher une perle rare qui vous coûtera beaucoup plus cher pour un détail. L'utilitaire n'est pas fait pour avoir une voiture ultra sophistiquée, bourrée d'électronique, connectée, tout ça. Non, c'est pas le concept, c'est pas l'objectif d'un véhicule utilitaire. Par contre, s'assurer que c'est des bons pneus qui sont montés, pas des pneus de chinois, s'assurer que les amortisseurs sont encore bons et qu'ils sont pas trop pourris, s'assurer que le coffre est pas trop niqué et que c'est assez solide, machin.
voilà, attention aussi aux utilitaires qui ont un attache-remorque. Un utilitaire, c'est déjà lourd, c'est un gros coffre, donc ça peut déjà porter très lourd. Si en plus le mec a foutu une remorque derrière, il se peut que le véhicule soit assez rincé. Alors attention, si il met une attache-remorque et qu'il utilise 3 fois sa remorque dans l'année, on s'en fiche. Bah, après, est-ce que vous faites confiance à ce qu'il vous dit? C'est à vous de savoir ça. Mais c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est bon, si jamais, on va passer par là. Si jamais c'est une remorque qui a servi vraiment occasionnellement, c'est pas dramatique. Par contre, si c'est une remorque qui servait, par exemple le maçon qui chargeait son véhicule à fond et qui avait une remorque en plus derrière, ça commence à faire beaucoup de poids pour un utilitaire. Et donc là, on peut commencer à être amené à se dire est-ce que c'est un bon coup, parce que il est peut-être un peu rincé le véhicule. Le moteur est peut-être un petit peu fatigué. Les plaquettes de frein, les pneus seront peut-être certainement rapidement à changer parce que le mec il va pas faire sa révision juste avant de vous le vendre. Hein. Il va, si c'est potable, il va vendre potable, surtout si vous connaissez pas grand-chose. Donc voilà. Prenez bien tout ça en compte. On fait attention parce que les frais d'un véhicule, un gros véhicule coûtent cher. Les pièces peuvent coûter beaucoup plus cher. La manœuvre peut coûter aussi plus cher. Moins de gens savent se servir d'utilitaire. Donc en général, on va chez les vraies concessions. Moi, mon utilitaire c'est un Fiat, donc il sera chez un concessionnaire agréé Fiat, tout simplement. Pas forcément Fiat en lui-même. Hein. Un concessionnaire agréé Fiat va très bien aussi. Donc voilà, je pense que c'est important que vous gardiez ça à l'esprit, qu'un utilitaire, c'est un véhicule très pratique, mais aussi très peu pratique dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des gens aussi qui achètent en troisième voiture, et je dis bien en troisième voiture, par exemple, ou en deuxième voiture si vous êtes célibataire, un utilitaire pas cher qui est rincé, un vieux utilitaire 1000 ou 1500 euros qui vaut plus rien. Alors c'est pas une connerie, franchement c'est une bonne chose à faire. Si j'aurais pas un utilitaire dans la vie de toujours, je vous le conseillerais. Et je pense que plus tard, quand j'achèterai, parce que je vais m'acheter bien dans quelques années, je changerai ma voiture, bien entendu. Je pense que tant que celui-là tournera, je vais le garder en secours. Parce que c'est quand même bien pratique d'avoir un utilitaire dans la vie de tous les jours. Au moindre petit pépin, au moindre truc, vous avez un véhicule qui a de la puissance, qui a de la place et machin, et même juste pour les départs en vacances ou autre. Ça peut valoir le coup, suivant vos revenus, de garder plus tard ou alors d'acheter un petit utilitaire à 1000, 1500 qui est un peu vieux, un peu rincé. Surtout comme utilitaire, comme je vous dis, il peut faire pas mal de bandes s'il a été bien entretenu. Donc réfléchissez bien à ça. Savoir qu'une assurance en utilitaire coûte pas plus cher que sur un autre véhicule. S'il y a de la puissance, on s'en fout du gabarit à peu près. Sur un véhicule, si vous utilisez peu, vous pouvez vraiment assurer le minimum possible, quoi, au tiers pour pas grand chose. Si un véhicule est un petit peu âgé et voilà, et que c'est pas une putain de marque, c'est pas un 4x4 un utilitaire, hein, c'est une petite fourgonnette, quoi. Donc voilà. Prenez tout ça en compte, réfléchissez bien à ce que vous avez à gagner et à perdre avec un utilitaire. Si vous pouvez en faire votre véhicule principal, regardez aussi votre lieu de travail. Et oui, je déconne pas, des gens qui bossent sur des aéroports ou autres, certains utilitaires ne passent pas. Et je rigole pas là-dessus. C'est-à-dire que certains, on voit de plus en plus, il faut savoir que d'année en année, comment dire, les hauteurs d'entrée de parking sont de plus en plus réduites. Certains endroits, vous ne passez pas. Et ça sert à rien de forcer, ça passe pas, ça passe pas. Vous n'allez pas vous faire une décapotable parce que vous pensez que ça peut passer, qu'ils se sont trompés sur le chiffre. Si c'est marqué 1m80, vous faites 1m85, ne passez pas, hein, soyez pas bête. Par contre, du coup, effectivement, ça peut amener dans certains lieux de travail, suivant certaines régions, des gens qui puissent pas aller au travail. Ou alors ils doivent se garer dans la rue alors qu'ils ont un parking privé au garage, au travail. Donc pensez à ça. C'est de rares cas, mais ça peut être le vôtre. Donc pensez aussi à vous renseigner. Parfois, certains endroits, vous pouvez pas rentrer, mais en demandant à votre entreprise, il y a souvent une entrée pour les pompiers ou alors une entrée, comment ils appellent ça, des entrées où on peut ouvrir le haut de la barrière pour laisser passer un plus gros véhicule, d'accord. Après, si vous avez un gardien, c'est le boulot du gardien de vous ouvrir tous les matins, donc vous n'avez pas à vous dire ouais, ça fait chier tous les jours de demander. Le mec qui vous voit arriver, c'est à lui de vous laisser rentrer dans à votre boulot, quoi, tout simplement. C'est son boulot, il est payé pour. Donc je vais vous laisser ici. Je pense que je vous ai dit tout ce qui était pour moi important
pour la voiture et pour tout ce qui est lié à la voiture d'un utilitaire, un gros gabarit, une voiture gros gabarit. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao, bye bye.